bonsoir à toutes et tous. C'est nous qui vous remercions déjà, qui vous remercions le parc et l'ensemble du territoire et puis la commune de la Chapelle-des-Marais ce soir de nous accueillir. Je tiens à le préciser parce que voilà, c'est rare d'avoir des territoires aussi proactifs et accueillants pour les chercheurs. Alors en plus, on a nos lourdeurs de notre côté, l'administration, le CNRS, les universités ne sont pas des machines et des machineries très faciles à emmener. Donc voilà, là on est très heureux de travailler à la suite de programmes de recherche qui avaient déjà été développés par un collègue de Nantes, Laurent Godet, qui est écologue, ornithologue, qui a travaillé aussi sur la question de la pollution lumineuse sur le territoire depuis ces 4 dernières années. Et donc le programme là prend un petit peu la suite. On pourra en parler en discussion après la présentation un petit peu générale de la conférence de ce soir. Donc vous voyez, c'est moi qui parle, mais en fait on est un peu plusieurs à tenir le micro. Donc l'ensemble des membres de cet observatoire de l'environnement nocturne, qui est un dispositif porté par le CNRS à l'échelle nationale, qui regroupe à l'heure actuelle 25 chercheurs, enseignants-chercheurs et également des praticiens. Parce qu'on considère que l'un des enjeux aujourd'hui sur ces questions de lutte contre la pollution lumineuse, c'est de transférer le savoir en direction de l'action, et notamment de l'action territoriale. Et on a quelques collègues praticiens, notamment un paysagiste, notamment des collègues qui sont techniciens de l'éclairage, mais également formés aux enjeux de biodiversité, qui nous aident à aller à la rencontre des élus et à parler le discours, le langage des élus, ce qui n'est pas toujours évident pour les chercheurs qui, vous le savez, ont un peu la réputation de flotter en l'air et puis d'avoir un peu du mal de temps en temps à atterrir ou à faire atterrir les choses. Donc une conférence qui s'intitule Sauver la nuit. Sauver la nuit, l'expression n'est pas de moi. L'expression, en fait, à l'origine, est une revendication et s'écrivait Sauvons la nuit. Et c'était le titre même d'une charte qui avait été lancée en 1993 par le milieu de l'astronomie amateur essentiellement. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi les choses ont émergé par ces acteurs-là. Et donc, ils avaient lancé cette charte Sauvons la nuit comme une revendication. Donc, ce que je vous invite à faire ce soir, c'est un petit peu un voyage dans le temps, dans les 50 dernières années, en France notamment, mais on va aller sortir un petit peu des frontières pour regarder un petit peu la construction de ce mouvement de préservation du ciel nocturne et aujourd'hui de préservation du ciel et de l'environnement nocturne. On va voir un petit peu comment, pourquoi, à quel moment émerge cette préoccupation d'élargir la question de la lutte contre la pollution lumineuse au-delà de la seule préservation du ciel étoilé. Et puis mais pourquoi faire? Parce que c'est bien, on nous dit, je vous donne une injonction, sauvez la nuit. Enfin, c'est pas un Z, hein, c'est pas un impératif, mais c'est quasiment ça. Il faut sauver la nuit. Mais pourquoi faire? Pour en faire quoi? Et dans les territoires, c'est un petit peu ça qu'on va essayer de voir en fin de communication. C'est quel intérêt les territoires ont à agir. Et puis au-delà des territoires, quel est l'intérêt pour l'ensemble du vivant de sauver cette nuit et plus particulièrement de sauver dans cette nuit l'obscurité. Voilà, on va surtout parler, parce que si vous écoutez, au même moment que les astronomes lançaient leur charte Sauvons la nuit, le milieu de la nuit festive à Paris écrivait au maire de Paris d'alors et disait il faut sauver la nuit. Ah, c'est pas la même nuit. Voilà. Pas tout à fait. La nuit des astronomes appelle l'obscurité, donc en fait ce qu'ils veulent sauver c'est l'obscurité. La nuit des festivités urbaines appelle plutôt la lumière. Donc on voit déjà que dans une revendication qui semble un peu équivalente, il y a des antagonismes. C'est un petit peu tout ça qu'on va regarder. Donc je vais essayer de ne pas parler trop. Je ne sais pas combien. Vous avez 3-4 heures devant vous, c'est ça? Parce que vous avez toute la nuit. Non, je me connais, là, je suis capable normalement de faire à peu près la conférence sur la diapo de titre. Donc, on va commencer par partir un peu du large. On est deux géographes dans la salle, donc on a l'habitude un petit peu de regarder les dimensions, les aspects multiscalaires du problème, et on va commencer par l'échelle globale, puisqu'on parle effectivement aujourd'hui, quand on parle de pollution lumineuse, dans les articles scientifiques, d'un problème environnemental de portée globale. Alors, la portée globale, c'est tout autant pour signifier qu'on a des enjeux énergétiques, écologiques, sanitaires, socioculturels, que pour signifier que l'ensemble de la planète émet de la lumière. Vous le voyez, on est plutôt, cette cartographie vous montre les émissions de lumière artificielle nocturne, vous voyez qu'on est sur un problème de pays riche. On est sur un problème de pays qui a un accès facile ou facilité à l'énergie électrique et qui a pu déployer du coup l'éclairage public notamment, mais aussi l'éclairage privé,
On verra pourquoi tout à l'heure, hein, on verra quels étaient les objectifs de ce projet lumière dans l'histoire. Et le résultat, il est là. Il est que depuis la vue satellitaire, la vue surplombante du satellite, eh ben, on voit des émissions de lumière artificielle qui partent en direction de l'espace. Et là, ça commence à interroger. Effectivement, si la lumière part en direction de l'espace, normalement, les éclairagistes, ils parlent, quand ils installent des luminaires, de la surface utile à éclairer. Ah, la surface utile à éclairer, elle n'est pas en direction du ciel. Elle est en direction du sol, là où il y a les usages sociaux de l'espace, là où on a des besoins de lumière artificielle et où les éclairagistes répondent à ces besoins. Donc cette cartographie a commencé un petit peu à... Voilà, les premières cartographies de pollution lumineuse datent des années 70, hein, les premiers modèles, c'est les modèles de Walker qui tentent de faire la corrélation, et elle est très très bonne dans les pays industrialisés entre les densités de population et les émissions de lumière artificielle. Elle est bonne dans les pays industrialisés, dans les pays qui ont accès à l'énergie, mais vous voyez que sur le continent africain, cette corrélation entre densité de population et émissions de lumière artificielle n'est plus valable, parce que l'accès à l'énergie n'est pas aisé. Voilà. Donc voilà, un petit peu le constat global, avec des écarts, des dissymétries, enfin des asymétries d'émissions, mais quand on zoome sur l'Europe, sur notre continent, effectivement, là, on tombe parfaitement sur cette corrélation entre émissions de lumière artificielle nocturne et densité de population. Vous prenez une cartographie des densités de population en Europe, vous avez exactement, vous la convoluez un petit peu, vous mettez une espèce de petit flou devant, et vous avez cette image des émissions de lumière artificielle, à quelques exceptions près. Ici, par exemple. Ah, j'ai un petit pointeur laser. C'est rare que j'ai ça, alors je vais essayer de l'utiliser. Là, ici, par exemple. Là, il n'y a personne, hein, je vous le rassure. Enfin, il y a quelques personnes qui travaillent. Ce sont les torchères, l'extraction de gaz. Voilà. Donc on voit aussi, au-delà de la question des densités de population, je vous aurais montré une image de la Terre vue de nuit en mer de Chine. On voit les flottes de pêche au lamparo. Voilà. Donc il y a plein de choses qui apparaissent au travers de ces cartographies. Elles sont très utilisées. Il y a plein d'économistes qui bossent à partir de ces images satellitaires nocturnes pour regarder la corrélation avec le niveau de richesse des pays, le PIB, etc. Voilà. Donc elles sont utilisées, détournées, hein, détournées entre guillemets, par rapport à la question de la pollution lumineuse. C'est un bon indicateur de l'anthropisation des milieux. La lumière artificielle est un très bon indicateur de l'anthropisation des milieux. Allez, on va zoomer encore un petit peu plus normalement, et puis on va jouer au « vous êtes ici ». Voilà. Vous êtes ici, Nantes est ici, et nous sommes à peu près ici, mais je tremble. Qu'est-ce qu'on voit sur cette cartographie, qui est à l'échelle nationale? Eh bien, on voit qu'il n'y a plus une seule portion du territoire métropolitain français qui soit exempte de lumière artificielle nocturne. Alors, on s'en rend pas bien compte ici, parce que c'est une vue qui est quand même relativement enjolivée, mais la lumière artificielle qu'on émet dans nos villes, elle est complètement diffusée par l'atmosphère. Et donc, elle sort, dès qu'on va émettre de la lumière artificielle à un endroit, à la Chapelle des Marais, ben les photons de lumière, ils vont s'extraire de la ville, ils vont être diffusés, ils vont retomber très largement au-delà des seules limites morphologiques de l'espace éclairé et des surfaces utiles à éclairer. Souvenez-vous, hein, le mot d'ordre des généralistes, c'est qu'il y a une surface utile à éclairer. Ah, donc de la lumière émise à Nantes, à Saint-Nazaire, à Herbignac, à la Chapelle des Marais, tombe indirectement, après diffusion, sur les marais, et donc sur les espèces animales qui l'habitent. Voilà, là, ça va commencer à poser problème. Alors, on va faire un petit retour en arrière, pour essayer un petit retour dans l'histoire, pour essayer de comprendre, parce que aujourd'hui, on parle de pollution lumineuse, et ce terme-là est bien accepté. Voilà, c'est bien installé. On aurait fait une conférence sur la pollution lumineuse il y a 10 ans, vous auriez peut-être été encore moins nombreux. Voilà. Il y a 10 ans, on parlait de pollution lumineuse aux élus. Ah, le terme pollution lumineuse, pouvoir qualifier la lumière artificielle symbole de progrès, c'est l'image que vous avez à gauche. Hein, vous voyez, c'est une publicité pour les becs de gaz Auer. Regardez l'aspect divin de la représentation. C'est quasiment la Vierge à l'enfant qui montre une autre lumière divine. Voilà, une autre forme de lumière divine, une autre forme de divinité symbolisée par la lumière artificielle. Donc on passe de ça, la lumière en tant que symbole de progrès, à ça. Et
sur cette illustration, ce qui est intéressant, bon, bien sûr, c'est « éclairer pour rien nuit », le slogan qui est porté, mais c'est par qui il est porté. En fait, le plus intéressant, il est là. Il est là, vous avez la Marianne, vous avez le drapeau bleu, blanc, rouge, donc ça veut dire que la puissance publique s'est saisie du problème et porte ce message qui est de dire aujourd'hui, éclairer pour rien nuit. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'en 50 ans, on passe de la... Enfin, 50 ans, la publicité est un peu plus de 50 ans, hein, on est en 1900, dans les années 1900. Mais jusqu'à l'après-guerre, la lumière, c'était encore le progrès, on va le voir. Qu'est-ce qui se passe ces 50 dernières années pour qu'aujourd'hui, la puissance publique, le ministère de l'Environnement, l'ADEME, l'Agence pour l'énergie, nous disent il faut mettre moins de lumière, il faut éclairer moins. C'est quelque chose, c'est qu'il y a socialement quelque chose qui a changé dans la considération qu'on a de cette lumière artificielle. Alors, je suis fumeur, on n'a pas personne n'est parfait. Donc je pars souvent de cet exemple. On a eu la même évolution, le même regard, la même évolution du regard de la société sur un objet de dommage que l'on considérait dans l'immédiate après-guerre ou même à la période Première Guerre mondiale, hein, on en mettait des cigarettes dans le pactage des soldats qui montaient au front. La Seconde Guerre mondiale, les années 50, la cigarette était symbole d'émancipation des femmes. Marilyn Monroe qui faisait les unes des magazines avec la cigarette à la main. Maigret avait la pipe au bec. Tous les polars, dans tous les polars, le flic, l'inspecteur, fumait. Voilà. Symbole de virilité, symbole d'émancipation pour les femmes. Et puis, peu à peu, sont arrivées une connaissance scientifique qui ont fait prendre conscience des effets négatifs du tabac sur la santé. Ça n'a pas été facile. Hein. Il a fallu aller contrer des lobbies, Philip Morris, etc., Marlboro, le cow-boy Marlboro, hein, pour enlever l'image dans la tête d'Alain Souchon quand il chante voilà, cow-boy Marlboro. Et à tel point qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe sur la BD Lucky Luke, on lui enlève sa cigarette, on lui met une brindille d'herbe. Sur les affiches de Jacques Tati dans le métro, ça avait fait beaucoup parler à l'époque, on remplace la pipe et on met une petite illustration. Alors ça se voit pas bien là sur le grand écran, mais voilà, on masque, on cache la cigarette. Et moi, je me souviens avoir fait... J'étais photographe à un moment donné, avant d'être chercheur, et je couvrais les événements politiques dans mon coin, vers Dijon. Et je me souviens d'avoir photographié François Rebsamen, maire de Dijon, toujours maire de Dijon, qui, à un moment donné, me dit « Non, hop, refais la photo. » Voilà, il a planqué la cigarette et il fallait. Alors que vous prenez les hommes politiques dans les années 1950-1960, ils affichaient la cigarette. C'est exactement la même chose avec la lumière. Alors, on ne va pas marquer sur tous les lampadaires la lumière tue aujourd'hui, hein, la lumière artificielle nocturne tue, mais on pourrait du point de vue écologique. C'est un peu ça qu'on va regarder maintenant. On va regarder cette construction sociale d'un nouveau problème environnemental. Alors, on parle de Dark Vador parce que quand même, l'idée là-dedans, quand on vient dégrader l'image sociale de la lumière en tant qu'élément de progrès, ça veut dire qu'on vient valoriser l'obscurité. Là où jusqu'à présent, l'obscurité, hein, Dark Vador, il est pas nimbé de blanc, il est noir. Batman, le vengeur masqué, voilà, Zorro, etc., tous ces personnages un petit peu ambivalents, ils sont noirs, ils sont obscurs. Voilà. Donc il va falloir déconstruire la dimension un petit peu négative de l'obscurité, construire une nouvelle dimension positive à cette obscurité pour ramener la lumière à un objet dommageable, vous allez le voir, pour le ciel étoilé, pour l'environnement, pour la santé. Voilà, donc ça s'est construit, il a fallu 50 ans. 50 ans et on part finalement de très loin. Parce que vous comprenez bien que quand on s'attaque à cette dualité lumière-obscurité, on s'attaque à quelque chose d'énormément symbolique. Hein, vous prenez le premier livre, voilà, la Genèse, hop, qu'est-ce qui se passe dans la Genèse? On sépare la lumière et l'obscurité, le jour et la nuit, etc. Un élément fondamental, parce que fondamental de notre environnement, on en reparlera tout à l'heure. La lumière, c'est le siècle des Lumières. La lumière, c'est le savoir. Là, vous êtes sur l'illustration de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Voilà. La lumière éclairant, quasiment la lumière éclairant le peuple, quoi. Et
apportant son savoir. Pareil, hein, ici, voilà, c'est toujours cette lumière divine qui tombe, qui réfléchit et qui produit le savoir. Voilà la personne en train d'écrire. Voilà, donc il faut s'attaquer à ça pour un petit peu le déconstruire. Donc il y a cette mythologie de la lumière en tant que savoir, il y a la mythologie de la lumière en tant que progrès technique, a fortiori dès qu'on maîtrise cette production de lumière artificielle. Hein, vous voyez que ça commence à l'âge des cavernes, l'expression qui est souvent renvoyée aux militants écologistes. Vous voulez nous ramener aux cavernes, vous voulez nous ramener dans l'obscurité, dans l'obscurantisme, etc. Voilà, on la sent, cette dualité. Elle est présente dans plein d'expressions qu'on utilise encore au quotidien. Hein. Mettre en lumière quelque chose. Voilà, il a mis en lumière. Bon. Et le reste, alors, est maintenu dans le noir, maintenu dans l'obscurité, maintenu dans l'ignorance, dans le non-savoir. Et puis, voilà, c'est toute une frise chronologique, en fait, du progrès. Donc, vous comprenez bien que s'attaquer à la question, dire il faut sauver la nuit, il faut sauver l'obscurité, c'est quand même s'attaquer à quelque chose qui est bien ancré dans nos sociétés, cette dualité, lumière, obscurité, bien, mal, savoir, ignorance, foi et non-croyance. Et puis, encore aujourd'hui, c'est bien présent, c'est s'attaquer à l'enjeu de sécurité, de sécurisation des espaces. J'aime bien ces illustrations parce que, voilà, sont-ils assez embêtants avec leur lumière électrique? Oui, maintenant, on ne sait plus où aller travailler. C'est deux policiers qui discutent entre eux. Voilà, donc on est dans les années 1900, hein, on voit les premiers éclairages dans la ville de Paris, au moment de l'exposition universelle notamment. Vraiment, c'est là qu'on commence à installer l'éclairage public. Il date de bien avant, mais c'est là qu'on commence à planifier son installation et à normaliser les façons d'éclairer les espaces publics, et notamment les espaces publics, enfin les espaces urbains. Et effectivement, vous avez deux policiers qui parlent entre eux. Et bien sûr, puisque la lumière, c'est la sécurité. La lumière, c'est voir. Hein. Donc, il y avait une expression qui disait à l'époque, c'est le préfet de la Rainerie à Paris, qui disait la lampe veille, donc elle surveille. Voilà. Ou une lampe vaut un veilleur de nuit. Une lanterne vaut un veilleur de nuit. Donc, il y avait déjà des idées à l'époque de réduire les effectifs dans les rangs de la police, ce qui n'est plus tout à fait à l'ordre du jour, mais c'est un autre débat. Mais vous voyez, la lumière, c'est le progrès. La lumière, c'est la sécurité. Tout ça, ça s'installe assez vite, hein, finalement, en 150 ans, en une centaine d'années, hein, l'émergence, l'arrivée et l'expansion de la lumière artificielle dans les milieux urbains. C'est assez une ombrelle. Alors voilà, on découvre les nouvelles technologies de l'éclairage. Et donc maintenant, la place de l'Opéra, il faut une ombrelle pour la traverser le soir, la nuit. Voilà, la lumière est tellement éblouissante, cette lumière, le bec de gaz, le bec hour que vous avez vu tout à l'heure, c'est Rimbaud, hein, les cafés tapageurs aux lustres éclatants. Voilà. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Voilà, c'est cette image-là. On amène la lumière au gaz, qui est une lumière très blanche, qui permet une vraie visibilité. Avant, c'était de l'huile, encore avant, c'était les chandelles, etc. Donc, on met en visibilité. Regardez aveuglement, place de l'Opéra, éclairage électrique fondé par une société d'oculistes sans ouvrage. Voilà, donc on taxe les installateurs d'éclairage artificiel, on taxe la puissance publique qui installe cette lumière, ces nouvelles technologies de lumière artificielle, d'être au service des oculistes qui manqueraient de boulot, quoi. Elle est tellement éblouissante que ça va altérer notre vue. Et on y revient un petit peu aujourd'hui, hein, avec les nouvelles connaissances, notamment sur la lumière LED. C'est marrant de voir cette concordance des temps, comme dirait Jean-Noël Jeanneney. Alors, cet éclairage, dans l'entre-deux-guerres, dans les années 30, là on est dans les années 30, alors pas sur les photos ici, hein, mais ici, on va le normaliser. On va normaliser très fortement la façon d'éclairer. En 1930, émerge dans le paysage de l'éclairagisme, alors naissant en tant que science et art. Hein, vous voyez que Lighting Experts repose sur deux piliers. Le pilier de la science, on éclaire avec des technologies d'éclairage, on commence à maîtriser très bien ce qu'on appelle la photométrie, les lentilles de Fresnel, etc. On utilise dans les phares. Et aussi, la dimension artistique commence à émerger. Et en 1930, émerge la CIE, la Commission internationale de l'éclairage, qui va normer les façons d'éclairer. Et normer aussi, et on l'utilise toujours, les façons de percevoir la lumière. Il y a un œil humain moyen.
normé par la Commission internationale de l'éclairage. Je ne sais pas ce que c'est que l'œil humain moyen, mais en tout cas, c'est celui-là sur lequel on se base pour faire les calculs photométriques. Et gros problème, c'est aussi celui-là qu'on utilise dans les unités de mesure de la lumière. En fait, toutes les façons de mesurer la lumière artificielle, aujourd'hui encore, quand vous prenez un luxmètre, quelque chose qui va mesurer les lux, la lumière, c'est par rapport à la vision humaine. Et ça posera des questions tout à l'heure quand on parlera des effets écologiques. Parce qu'en fait, il y a plein d'espèces qui ne voient pas la lumière comme nous, pas dans les mêmes longueurs d'onde, pas par la même intensité. Les espèces qui ont des gros yeux, qui ont capté beaucoup de lumière. Elles ont des gros yeux pour capter beaucoup de lumière naturelle, très faible, pour chasser, pour prédater la nuit. Mais si on met de la lumière artificielle, une espèce de surexposition qui va se créer. Donc voilà. Mais en tout cas, on normalise la façon d'éclairer. Et ça va aller de pair. 1930, on est au début du mouvement moderne qui va, avec son représentant, Le Corbusier, qui arrivera, voilà, mouvement moderne qui va avoir une approche fonctionnaliste de la ville. Et donc, on va normaliser les façons d'éclairer en fonction des fonctions qu'on assigne aux espaces. Donc, un quartier résidentiel, on va l'éclairer d'une certaine façon. Une zone de déplacement automobile, il n'y a pas de zone piétonne à l'époque, il n'y a pas de piétons dans les villes. On commence à penser la ville pour l'automobile, et ça va être le grand drame de l'immédiate après-guerre, où la ville va être pensée et construite par et pour l'automobile. On va penser les rues comme des voies. C'est l'époque où on construit une autoroute en plein centre-ville de Lyon, chose inimaginable aujourd'hui. On voit comment le regard d'une société évolue sur un objet donné, la voiture. Aujourd'hui, on sort la voiture des centres-villes, mais il y a une époque, les années 50-60, je me souviens de Dijon dans les années, pas 50-60, mais encore dans les années 80 quand j'étais petit, au pied de la tour de Bar à Dijon, qui est la place de la mairie, qui est aujourd'hui une magnifique place avec des terrasses. Ça manque un peu d'arbres, mais c'est très beau si vous avez l'occasion d'y aller. Et à l'époque, tout ça, c'était un parking. Et on allait se garer en voiture, parce qu'on allait en ville en voiture. Et donc, pour accompagner la pénétration de l'automobile dans les centres-villes urbains et la vitesse automobile qui était permise par le progrès technologique sur les automobiles, qu'est-ce qu'il fallait mettre? Il fallait mettre de la lumière. Et comme on découvrait, on était grisé par la vitesse automobile, les villes s'étendaient, donc on voulait accélérer les vitesses de déplacement entre les quartiers de la ville, entre l'extérieur de la ville, les banlieues, les zones périphériques et le centre-ville. Et pour accélérer la vitesse la nuit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre un peu plus de lumière, parce qu'il faut quand même y voir clair. Plus vous roulez vite, plus vous avez envie d'y voir clair. Et donc, cet étalement urbain qu'on a observé dans l'immédiate après-guerre, cette arrivée massive de l'automobile dans les villes, s'est accompagnée d'une massification de l'éclairage. Et en plus, sont arrivées à peu près à ce moment-là, années 50-60, des nouvelles technologies, notamment les lampes au sodium. Basse pression à l'époque, haute pression aujourd'hui. C'est les lampes que vous connaissez encore dans 70% des 70% du parc d'éclairage public français est encore éclairé au sodium, cet éclairage un peu jaune-orangé. Voilà. Mais à l'époque, c'était révolutionnaire. Et puis, qu'est-ce qui se passe aussi à l'époque? Années 1950-1960, je ne sais pas si vous vous souvenez, certainement plus que moi, on est en plein démarrage d'un programme très particulier à l'échelle nationale, porté haut et fort par le général de Gaulle, qui est l'électronucléaire. Voilà, le programme électronucléaire français, qui fait que très vite, la France va se retrouver avec une énergie électrique très peu chère et en situation de surproduction. Et les parcs d'éclairage public vont être bien pratiques, parce qu'on ne fait pas moduler une centrale nucléaire en 3 heures, une énorme inertie. Donc le parc d'éclairage public va être très pratique pour finalement délester le courant électrique produit pendant la nuit. Donc on est aussi à des périodes où EDF, années 60-70, a des politiques tarifaires très incitatives auprès des communes pour qu'ils installent de la lumière. La lumière, c'est bien, c'est le progrès, ça sécurise les biens et les personnes, ça sécurise les déplacements, ça embellit la ville. Que demande le peuple? Des sous, toujours. C'est pas des années, des siècles qui demandent des sous. Voilà, il a la lumière, il a le progrès. Qu'est-ce qui ne va pas? Il ne va pas qu'à un certain moment, alors c'est
la vue qu'avait Thomas Pesquet quand il se baladait à 400 km d'altitude. Au bout d'un moment, cette lumière artificielle commence à émerger la question, on verra qui porte l'émergence de cette problématique. Est-ce qu'on n'en met pas un petit peu trop? Voilà. Et c'est la question dans laquelle on est toujours aujourd'hui. On est toujours dans une réflexion sur « Ah, mince, on en a peut-être un peu trop mis. Comment éclairer juste? Comment revenir sur cet excès d'éclairage et éclairer juste ?» Vous avez reconnu cette ville? Vous êtes à Paris, effectivement. Paris qui est éclairé en moyenne 3 fois plus que Berlin. Et c'est pas règlement de compte à OK Corral à Berlin tous les soirs. Le taux de criminalité à Berlin n'est pas beaucoup plus fort qu'à Paris. Cette ville, est-ce que vous la reconnaissez? Alors, regardez bien les couleurs d'éclairage. On en reparlera tout à l'heure un petit peu à la fin quand on ira dans les dimensions un peu techniques, techniciennes, voire technicistes de l'éclairage artificiel nocturne. Est-ce que vous voyez pas une grosse nuance de couleur? On est éclairé plus blanc à gauche et puis très jaune à droite. Alors, les géographes disent est et ouest. Ça doit commencer un petit peu à vous donner des... Non, on est à Berlin. On est à Berlin et vous voyez encore la démarcation entre Berlin-Est et Berlin-Ouest. Le mur passe ici. Et il y a encore des becs de gaz à Berlin. Voilà. L'éclairage blanc que vous voyez à gauche, c'est pas de la LED. Il y a une bonne part d'éclairage au gaz et puis sinon c'est du sodium. Donc vous voyez qu'à travers, c'est pour vous donner aussi une idée des temporalités, des investissements en termes pour les élus, pour les communes, en termes d'éclairage public. Quand ils investissent dans du matériel d'éclairage public, dans des technologies, c'est pas pour les changer tous les 5 ans, malgré les pressions des constructeurs derrière, voire des syndicats d'énergie, etc. Non, ils investissent une lanterne, un mât d'éclairage public, une technologie, une lanterne d'éclairage public. C'est plutôt pour une trentaine d'années, voire dans les communes rurales, si on peut pousser vers une quarantaine d'années, c'est mieux. Donc ça veut dire que voilà, on paye aujourd'hui des choix techniques, technologiques qui ont été faits dans les années 80-90, qui sont encore présents dans nos villes. Ouais. Ici, là. Alors là, on est sur un aéroport. Ici, vous avez l'aéroport de Berlin. Et ça, je pense qu'on est sur un quartier résidentiel qui... voilà, après, je connais très très mal Berlin. Là, je ne saurais pas vous dire. Il faudrait prendre une cartographie de jour et puis regarder un peu mieux, mais ça peut être aussi un quartier qui a refait son éclairage dans les années 90-2000, à l'époque où on éclairait encore massivement au sodium, avant l'arrivée des technologies LED. Et puis aujourd'hui, quand Thomas Pesquet se balade, je prends Thomas Pesquet parce que c'est j'allais dire le seul qu'on connaît, mais en plus un collègue là qui le connaît très très bien. Donc le seul qu'on connaît véritablement, qui va se balader régulièrement dans sa petite station spatiale internationale, enfin régulièrement, il y allait. Aujourd'hui, Thomas Pesquet, de plus en plus, quand il passe au-dessus des villes éclairées la nuit, il voit ça. Alors regardez, je montre une image de Paris, sodium essentiellement, c'est en train de changer. Et là, une ville, on est en Italie, je crois que c'est Milan, mais je ne suis pas bien sûr, j'ai plus en tête, qui a complètement switché son éclairage public vers la technologie LED. Alors, on parlera tout à l'heure, quand on parlera des effets écologiques, des effets sur la santé, de ces problèmes posés par la LED. Mais il y a un problème tout simple, c'est que souvent, notamment c'était le cas il y a 10 ans, quand les premiers luminaires LED sont apparus, on était sur de l'éclairage très blanc. Et à Rome, ils ont essayé de changer toutes les lumières du centre-ville de Rome en LED, lever de bouclier des habitants. Les Romains ont dit, on perd l'âme de Rome. Et c'est vrai qu'on tient un petit peu la ville nocturne, et même nos espaces ruraux, nos espaces de faible densité nocturne, on tient à cet éclairage jaune. Aujourd'hui, on sait faire, on en reparlera tout à l'heure, on sait faire des technologies LED qui reviennent, qui sont plus aussi blanches que ça, qui reviennent à des températures de couleur qui se rapprochent du jaune orangé. Mais voilà, il y a eu ce passage technologique et
On l'a dit, hein, ce sont des investissements des fois à 30-40 ans. Donc cette ville qui est peut-être passée un peu trop vite aux technologies LED avant que ces nouvelles technologies soient complètement matures, va peut-être s'en mordre un petit peu les doigts pendant 20 ans, 30 ans. Bon, s'ils ont des sous, ils changeront. Et puis, voilà, on installe de la lumière, et à un moment donné, on est face à ça. Alors là aussi, le plus intéressant dans cette image, il y a la première lecture qui effectivement nous montre, donne un mot-clé, le sky glow, le halo de lumière artificielle. La deuxième lecture qui effectivement, on se dit, bon, oh, on a l'impression d'être devant une coulée de lave. Voilà, là, on commence à questionner. Et puis la troisième lecture, en fait, c'est ça qui est le plus intéressant pour nous en termes d'analyse. Qu'est-ce que c'est que ça? International Dark Sky Association, une association internationale qui se préoccupe Dark Sky, du ciel sombre. Bon, qu'est-ce que c'est que cette lubie encore? C'est l'émergence de ce qu'on appelle le Dark Sky Movement, ce mouvement qui vise à la préservation du ciel sombre et aujourd'hui, plus largement, de l'environnement nocturne. Pourquoi? Tout simplement parce que de la lumière, on en a installé partout. Dans tous nos territoires, là, vous êtes dans un espace où vous êtes dans le forêt, dans le Haut-Forêt, au nord du Massif central, espace de faible densité, mais il y a des services, c'est une aire d'autoroute, on met de la lumière. Service ouvert 24 heures sur 24, il y a de la lumière. Un pont, un joli pont, c'est vrai qu'il n'est pas moche, hein, on est dans les Cévennes, je ne sais plus la commune, ça me reviendra tout à l'heure. Ce pont, on va l'éclairer. Alors, on va éclairer la voie qui passe dessus, et puis parfois dans les villes, on va éclairer le pont par-dessous pour mettre en valeur. Hein. On a parlé tout à l'heure du rôle d'embellissement de la ville ou d'embellissement architectural de la lumière artificielle. Mais vous voyez que là, on commence à avoir un problème. Hein. Il n'y a pas de lune. Hein. La photo, c'est une photo d'une pause un peu longue, 30 secondes. Un soir sans lune, vous voyez les étoiles là. On est bien de nuit. La rivière est complètement éclairée. La falaise dans laquelle certainement nichent plusieurs espèces d'oiseaux est complètement éclairée. La forêt est éclairée. Commence à poser problème, ça. Et puis, vous sortez des villes et vous avez ça. Vous êtes à 10 km de Dijon. Dijon, c'est 300 000 habitants, l'agglomération. C'est pas énorme. Vous êtes à 10 km de Dijon, un soir de beau temps. Vous voyez des étoiles. Et vous avez ce halo lumineux. Je pars de Dijon parce que j'ai grandi là-bas. Et puis, j'étais astronome amateur là-bas. Et à Dijon, il y a un club d'astronomie qui s'appelle la Société astronomique de Bourgogne, qui très tôt en France, dès les années 1980, s'est intéressé à cette problématique. Pourquoi ce sont les astronomes qui s'intéressent à cette problématique en premier? Est-ce que quand vous êtes à l'intérieur d'une ville, ce halo, vous le voyez? Alors, quand vous êtes dedans, c'est comme dans Un jour sans fin, là. Il est dans sa bulle. C'est ça, c'est Un jour sans fin, le film. Ouais. Il est dans sa bulle, mais il ne se rend pas compte qu'il est dans la bulle. Il faut qu'il aille au bord de la bulle, et même qu'il en sorte pour dire « Ah, d'accord, l'environnement dans lequel j'étais était un environnement complètement reconstruit ». La lumière artificielle, c'est pareil. Quand vous êtes dans le halo, quand vous êtes comme moi, un petit urbain qui habite en plein centre-ville de Toulouse, vous levez le ciel, par effet de contraste, c'est tellement éclairé autour de vous que le ciel vous paraît noir. Par contre, dès que vous êtes astronome amateur, et c'est pour ça que c'est eux qui ont fait émerger le problème, vous allez observer le ciel, ou donc vous cherchez le ciel le plus noir possible. Votre passion vous emmène à mettre le télescope dans le coffre de la voiture, à sortir de la ville. Et quand, après une bonne soirée d'observation, vous revenez vers la ville avec les yeux bien habitués à l'obscurité, qu'est-ce qui se dresse devant vous? Eh bien, c'est ce halo de lumière artificielle. Et donc, dans les années 1970, les premiers qui vont tirer la sonnette d'alarme vont être les astronomes amateurs. Avant, il y avait eu quelques petits tintements de sonnette d'alarme donnés par les astronomes professionnels. Mais très vite, en fait, donc dans les années 1950-1960, aux États-Unis, à Flagstaff, en Arizona, autour de l'observatoire de Kitt Peak, qui est l'observatoire où on a découvert la planète Pluton. Mais bon, un problème d'astronome professionnel, ça n'intéresse pas tout le monde, déjà. Et puis très vite, les astronomes professionnels ont déplacé leurs observatoires dans l'hémisphère sud pour monter en altitude,
pour chercher des endroits à la surface du globe où le nombre de nuits observables, exploitables dans l'année est très intéressant. Par exemple, dans la cordillère des Andes, là où il y avait au Chili, où vous avez le Very Large Telescope, vous avez à peu près 340, 330, 340 nuits exploitables par an sur 365. Voilà, donc vous avez des conditions météorologiques, climatologiques, et vous êtes à 6000 mètres qui font que là, c'est intéressant d'installer un observatoire aujourd'hui. Donc, ce qui reste à proximité des villes, il n'y a plus que les astronomes amateurs, parce qu'eux, ils ne peuvent pas faire 5000 km tous les week-ends pour aller observer. Les astronomes non plus, parce qu'ils ont le bilan carbone en plus à vérifier. Le CNRS maintenant vérifie le bilan carbone. Mais aujourd'hui, on commande des nuits d'observation. On a un collègue astrophysicien à l'Observatoire de l'environnement nocturne qui, jusqu'à il y a peu, commandait des nuits, des morceaux de nuits d'observation, des minutes d'observation dans les grands télescopes pour récolter ces données. Plus besoin de se déplacer. L'astronome amateur, ce qu'il aime, lui, c'est se déplacer. C'est aller voir le ciel à l'œil nu. C'est voir la Voie lactée. C'est planter le trépied de son télescope pour aller observer quoi? Pour aller observer des nébuleuses, des galaxies, qui sont des objets très très faiblement lumineux. Et vous comprenez bien que si vous voulez regarder un objet très faiblement lumineux comme cette étoile, alors ici, ça ira peut-être. Vous voyez que la couleur du ciel est relativement sombre. Mais si votre objet il se situe ici, dans votre télescope, vous verrez quoi? Vous verrez un objet grisâtre sur un fond de ciel, non pas noir, mais grisâtre aussi. Vous ne verrez plus l'objet. Et ce sont eux, les astronomes, qui vont commencer à revendiquer qu'on leur rende les étoiles et qui vont commencer à expliquer aux élus, parce qu'ils sortent des villes, ils voient les effets depuis Bréca de Saint-Nazaire sur la disparition du ciel étoilé. Ils vont commencer à aller voir les élus et à revendiquer qu'on protège le ciel étoilé. Alors, un beau ciel étoilé, voilà. Alors, en plus, j'ai fait un petit trucage avec la photo. Enfin, c'est pas un trucage, en fait, il y a plein de poses superposées, mais vous voyez qu'il n'y a pas de halo lumineux derrière. Le ciel n'est pas orange, comme sur les photographies d'avant, orange ou blanc. De plus en plus, il va être blanc, le ciel, avec les LED. Il va falloir s'habituer au halo de lumière blanc, maintenant, comme au-dessus des stades. Il n'y a pas de halo, là. Vous êtes dans un observatoire à La Réunion, l'observatoire des MAC, qui est utilisé pour certaines activités professionnelles, parce que la qualité du ciel y est encore bonne. Elle n'est pas parfaite, on n'est pas au Chili. C'est aussi le positionnement dans l'hémisphère sud qui intéresse les astronomes de Toulouse qui exploitent ce télescope à distance, là aussi. Donc, dans les années 1980, ces astronomes vont commencer à s'organiser, mais ils vont un peu mal s'y prendre. Voilà. Pour être honnête, quand vous écoutez les vieux de la vieille de l'astronomie, moi j'ai connu, j'ai commencé à faire de l'astronomie dans les débuts des années 1990. Les discours, c'était en gros, les élus n'ont pas compris que les étoiles, c'est joli. Ben oui, mais bon, est-ce qu'un élu, il est là pour... il doit contenter qui? Quelques astronomes, une centaine d'astronomes dans la ville de Dijon, parce que c'était à peu près l'effectif de la Société astronomique de Bourgogne. Donc sur 300 000 habitants, il doit s'intéresser à qui? Au ciel d'une centaine d'astronomes ou aux enjeux de sécurité, de déplacement, d'embellissement de la ville pour tous les autres, plus pour les touristes. On est dans les années 80, décentralisation, les villes commencent à être mises en concurrence entre elles, donc elles doivent attirer des emplois tertiaires, elles doivent attirer le tourisme, etc., pour générer leurs propres revenus. Forcément, quand les astronomes vont toquer à la porte des élus et leur disent vous éclairez n'importe comment, vous n'avez rien compris, le ciel étoilé c'est magnifique, que leur répondent les élus? C'est un problème d'hurluberlu. Voilà, c'est comme le businessman dans Le Petit Prince qui répond, qui compte les étoiles. Ça, c'est un truc sérieux. Mais le Petit Prince qui arrive et qui dit juste le ciel étoilé, c'est joli, c'est un hurluberlu. Et il vient défendre son précaré. Or, quand on est élu, on ne fait pas une politique publique pour quelques individus, on cherche le bien commun. Donc, une grosse phase de conflictualité s'installe dans les années 80-90 sur cette question-là. Alors, qu'est-ce qui nous fait sortir de cette phase de conflictualité? Déjà, vous voyez un petit peu, ça c'est intéressant, les documents un peu historiques. Donc, on est sur une phase de conflictualité parce que justement, ce Dark Sky Movement émergent, ce mouvement embryonnaire de préservation du ciel nocturne, ne s'intéresse qu'au ciel nocturne.
Nous laissera-t-on un ciel à observer? Donc on est dans l'édito du journal de l'Association française d'astronomie. Un tract fait par la Société astronomique de Montpellier, enfin, ce qui s'appelle maintenant la Société astronomique de Montpellier. Les étoiles disparaissent. Alors c'est intéressant parce que vous voyez qu'il y a une mise en tentative de se montrer en mesure de poser une expertise technique aussi. Hein. On dit le fameux luminaire boule, celui qui éclairait, qu'on a tous connu dans les années 80-90, dans les quartiers résidentiels et même parfois dans des rues entières, qui envoyait autant de lumière directement en direction du ciel que en direction toujours de cette surface utile à éclairer. Ils expliquent que c'est pas bon pour le ciel étoilé. Donc on met un abat-jour. Leur problème, c'est de retrouver le ciel étoilé. Émerge quand même, et ça c'est intéressant, ils commencent à faire le pont, à faire le lien entre un problème qui les concerne eux directement en tant qu'astronomes et la question environnementale. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils font ce lien? Ils font ce lien aussi parce qu'on est dans un contexte plus général, dans les années 70, où on commence à s'inquiéter des limites de la finitude des ressources, des effets, des impacts, des pollutions sur l'environnement, les grandes marées noires, etc. Voilà, donc il y a un contexte, on commence à voir apparaître la technocritique, la critique de la technique. Donc il y a un contexte qui fait que ces astronomes, ils comprennent que s'ils veulent aller enrôler, chercher les élus et les enrôler dans leur cause, il faut qu'ils sortent de ce précaré du ciel étoilé. Il faut qu'ils sortent de la seule question de la préservation du ciel étoilé. Et ils y arrivent. Ils y arrivent, on va voir comment. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, dans les espaces ruraux, dans les espaces de faible densité, et même dans certains quartiers des villes, qu'est-ce qu'on fait? On fait ça, à une certaine heure. Je vous la refais parce que j'aime bien la faire. J'étais content de mon petit effet. J'en ai pas fait un gif animé, mais il faudrait. Voilà, à partir d'une certaine heure, on éteint. Et si on fait ça, c'est pas seulement pour les astronomes. C'est parce qu'on a compris qu'au-delà, on a sorti la question des effets négatifs de la lumière artificielle nocturne, de ses seuls effets sur le ciel étoilé, pour aller vers des effets beaucoup plus larges qui ont commencé à percoler et à construire le problème lumière artificielle comme un problème de portée globale, générale, qui du coup va intéresser le bien commun. Et puis en plus, il y a le coût de l'énergie qui grimpe, donc en plus, on peut trouver un peu d'intérêt à couper la lumière. Alors qu'est-ce qu'on voit sur cette photographie? C'est un petit peu la même technique que pour faire la rotation de ciel étoilé autour du télescope que j'ai utilisé. J'ai pris plusieurs photographies. Là, on a l'impression qu'il y a un nuage d'insectes qui est en train de voler autour du lampadaire, parce que chaque petit élément que vous voyez, chaque petit trait, là, celui-là, il est beau. Là. Ça, c'est un insecte qui, pendant les 30 secondes de pause qu'a duré la photo, une photo, a volé dans la lumière du lampadaire. Et donc, a laissé sa marque sur le capteur photosensible de l'appareil photo. Et puis, j'ai fait comme ça une 50aine de photos. Donc, on montre comme ça l'effet d'attraction de cette lumière artificielle sur les insectes, par exemple. Voilà, premier effet que vous connaissez tous. Vous avez tous oublié de fermer la fenêtre de votre chambre. Vous avez laissé une lumière allumée. Partez faire un tour ou vous partez dans le jardin en fin de journée et vous trouvez quelques papillons de nuit dans votre chambre ou dans votre intérieur en rentrant parce qu'ils ont été attirés par la lumière artificielle. Voilà. Ce qu'on appelle, si vous voulez, des mots savants pour jouer au Scrabble demain, c'est ce qu'on appelle le phototactisme positif. Je ne sais pas si ça. En tout cas, c'est comme ça que les scientifiques appellent ça. Moi, je dis que les bestioles, les petits insectes, ils sont attirés par la lumière artificielle. Voilà, donc des premières observations comme ça. Les écologues vont commencer, biologistes, puis les écologues vont commencer à s'intéresser à cette question de la lumière artificielle, un peu alertés par les astronomes et par leur tract. C'est un problème d'environnement. Les écologues, ils sont pas bêtes, ils observent. Kevin, notre collègue écologue de l'Observatoire de l'environnement nocturne qui est ici, je ne le vois jamais sans ses jumelles. Voilà, parce qu'un écologue, ça observe. Un sociologue, ça prend des notes sur un carnet. Un écologue, ça observe avec des jumelles, ou sans jumelles. Ça observe, en tout cas. Et donc, ils observent. Ils observent ces insectes qui tournent autour de la lumière. Et bon, il y a un truc, il doit y avoir un truc avec la lumière. Et puis, ensuite, ils observent autour des insectes qui tournoient autour de la lumière, ici, tous les petits zigouigouics là que vous voyez. Les petits, voilà. Ça, ce sont des insectes
qui sont attirés par la source de lumière qui est ici. Toujours la même technique de photographie, hein. J'empile plusieurs poses pour cumuler et faire ressortir finalement un schéma global. Encore un terme scientifique, un pattern. Voilà, donc on cumule plusieurs poses, on voit des insectes qui tournoient, mais s'il y a des insectes qui tournoient, qui est-ce qui mange des insectes la nuit? En début de nuit, en fin de nuit? Les chauves-souris. Et ben voilà, hop. Alors, derrière, c'est les étoiles, hein. Il faisait beau, donc j'ai fait des pauses sur une demi-heure, en gros. Et donc, du coup, la Terre a un peu tourné sur elle-même. Et les étoiles, du coup, font des traits. Au lieu d'être des points, elles font des traits parce que mon trépied est resté posé sur la... Par contre, ce qu'on voit, ce qui se cumule là, c'est le vol de quelques chauves-souris. Alors, il n'y en avait pas des centaines, hein. Il y en avait 5, 6, 3, 4 qui tournaient peut-être. Mais vous voyez qu'en faisant plusieurs pauses, on commence à voir que dans leur mouvement, il y a un truc qui se passe avec la lumière. En tout cas, il y a un truc qui se passe avec les insectes qui sont eux-mêmes attirés par la lumière. Donc voilà, le travail des écologues va montrer ça. Et peu à peu, va émerger un nouveau champ de savoir scientifique qui est plus seulement les effets de la lumière artificielle nocturne sur le ciel étoilé, mais les effets de la lumière artificielle nocturne plus largement sur l'environnement. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Kevin vous l'expliquerait beaucoup mieux que moi, parce qu'il est chiroptérologue, il est vraiment spécialiste de ce sujet-là, mais on peut se dire, c'est positif finalement. Les chauves-souris qui gîtaient certainement, enfin qui gîtent certainement dans cette église, dans les anfractuosités, dans la charpente, etc., ont juste à sortir de la chambre et il y a le frigo juste en face, quoi. Hop, juste à ouvrir la porte du frigo, prendre, aller manger, retourner dormir. Bon, c'est pas très bon pour la santé, il faut faire un peu d'exercice. Donc on pourrait avoir l'impression d'un effet plutôt positif à cette échelle-là, mais dès qu'on va dézoomer dans l'espace et regarder un petit peu l'effet de long terme sur les populations de chauves-souris, en fait, on va se rendre compte que même un effet qui semble être positif, faciliter la lumière qui facilite l'accès à la ressource alimentaire, finalement, dans le temps long, va générer des processus, des mécanismes de compétition entre individus d'une même espèce ou entre différentes espèces et se retrouve délétère sur un temps plus long. Donc ça, c'est des travaux qui ont été menés au Muséum national d'histoire naturelle, au laboratoire de Kevin, qui ont bien montré ça. Voilà, donc on se rend compte de quoi finalement? On se rend compte que la lumière artificielle, elle n'est pas naturelle. Donc ça n'est pas naturel qu'elle soit présente dans un milieu et que nécessairement, si elle n'est pas naturellement présente dans un milieu, elle va générer des perturbations. C'est aussi simple que ça. On pourrait, avec Kevin, vous faire la liste de tous les effets. Alors, j'ai mis une photo d'oiseau parce que j'en suis content. C'est ma seule bonne photo d'oiseau que j'ai fait avec Kevin et grâce à Kevin à la Réunion, voilà, d'un Audi. J'ai appris son nom. Je connais rien du tout en oiseau, moi. Mais voilà, on pourrait faire la liste des effets sur les insectes, sur les chauves-souris, les différentes espèces de chauves-souris, sur les oiseaux, les différentes espèces d'oiseaux, sur les mammifères, voilà. On pourrait faire la liste. Mais le seul dénominateur commun de ces 30 ans de publication depuis les années 1980, 90, 20 ans, allez, voilà, 90-2000, ça explose vraiment dans les années 2000, hein, cette thématique de la lumière artificielle nocturne et de ses effets sur l'environnement, c'est que la lumière artificielle, c'est pas bien. Voilà, s'il faut faire simple, le message à retenir, c'est celui-là. C'est que pour un écologue, du point de vue d'un écologue, éclairer mieux un territoire, c'est si possible, s'il vous plaît, éclairer moins et vraiment pousser le moins vers le zéro. Voilà, elle est artificielle cette lumière, c'est dans son nom. Donc ça, retenez bien parce que ça va nous emmener tout à l'heure, nous, à proposer des méthodes de travail qui posent un peu différemment les choses, hein. Souvent, on va avoir tendance, vous connaissez l'evidence-based policymaking, les élus aujourd'hui veulent asseoir leurs décisions, leur construction de politique publique sur les faits scientifiques parce que ça fait sérieux. Et donc, souvent, on va dire, montrez-nous qu'il y a des effets sur telle espèce qui est présente ici, mais montrez-nous quels effets il y a. Et donc, comme ça, on va demander qu'il y ait plus de recherche, toujours plus de recherche, toujours plus de recherche, qui repousse finalement la prise de décision et l'action dans les territoires. Nous, on part du principe aujourd'hui que, appuyé par les collègues écologues, qu'avec 30 années de publication sous le bras en écologie, qui toutes montrent qu'il y a un effet négatif sur toutes les bêtes, qu'elles volent, qu'elles rampent, enfin voilà. Ça suffit pour maintenant passer à l'action.
On n'a plus besoin, dans un territoire, de faire des nouveaux inventaires d'espèces nocturnes, de faire des nouvelles études, etc., des nouveaux design expérimentaux. Ça, c'est intéressant pour les chercheurs. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Je suis chercheur au CNRS, on fait de la recherche fondamentale. Il y a des questions intéressantes pour le chercheur au laboratoire, pour faire avancer le savoir sur telle ou telle chose. Mais ce n'est pas tout à fait les mêmes questions que les questions qui intéressent les gens dans la vraie vie, les élus, etc., pour comment on passe à l'action. Voilà. Mais en tout cas, retenez que, deuxième étape, on est sorti du ciel étoilé et on a maintenant un argument de poids, la lumière artificielle nocturne, c'est appuyé par des milliers de publications scientifiques, a des effets sur l'environnement, a des effets écologiques. Ah, là, ça commence à peser un petit peu dans le débat public. Alors, des effets sur les plantes aussi. J'oublie les pauvres plantes, à chaque fois je les oublie. Mais j'y connais encore moins en plantes, je m'y connais encore moins en plantes qu'en oiseaux. Alors, voilà, on va appeler ça un arbre. On va dire que c'est un arbre. Ça, je sais à peu près, je sais à peu près faire. Ben, on montre des effets également sur les plantes. Voilà. Des effets sur les chutes des feuilles. On montre qu'en ville, voilà, des arbres qui sont avec une source lumineuse très très proche vont avoir une chute de feuilles parfois retardée. En tout cas, on va perturber leur rythme physiologique et on va fragiliser finalement les défenses de la plante. Et puis, ça a été aussi montré par des collègues de Kevin, on a aussi des effets indirects sur les plantes par l'intermédiaire des effets sur les insectes pollinisateurs. Plein de papillons nocturnes qui sont des pollinisateurs nocturnes. Et donc, quand on a des effets, et puis en plus, après, on a des effets dans la chaîne trophique entre ce qui se passe la nuit et ce qui se passe le jour. Hein, on entend souvent parler de biodiversité nocturne. Ça, j'aime pas trop ce terme-là. C'est comme si là, sur la scène, il y avait quelques acteurs la journée, la biodiversité diurne, et puis qu'à la fin de la journée, plouf, changement de rideau, plouf, et monte la biodiversité nocturne. Non, voilà, tout est lié. Donc, quand vous touchez aux espèces nocturnes, ben, vous touchez aussi, qui ont des activités nocturnes, principalement nocturnes, vous touchez aussi aux espèces diurnes. Donc, on impacte tout. Et je ne sais pas ce qu'ils valent ces chiffres, il faudrait qu'on en discute, Kevin, mais on dit aujourd'hui, par exemple, sur les insectes, que la lumière artificielle est la deuxième cause de mortalité, de disparition des insectes, après les pesticides. Enfin, je ne sais pas ce que ça vaut, je ne sais pas ce que... faudrait creuser un petit peu plus. Et puis enfin, troisième brique, qui là va définitivement poser la lumière artificielle comme un problème environnemental au sens non pas seulement écologique, mais vraiment général, ce sont les effets sur la santé. Donc voilà, j'ai mis une illustration de ville, parce que sinon j'aurais mis quelqu'un qui dort ou quelqu'un qui regarde son téléphone. Parce que ça, les médecins s'y intéressent énormément aujourd'hui. Et l'Agence nationale de sécurité sanitaire dresse aujourd'hui 80 effets très bien documentés par la littérature scientifique. Les travaux scientifiques sur cette thématique commencent dans les années 2000. Voilà, ils explosent dans les années 2010. Et ce qui est très fortement étudié, c'est pour ça qu'on en parle un petit peu moins quand on parle d'éclairage public. On parle surtout maintenant des enjeux de biodiversité, des enjeux de disparition du ciel étoilé. Parce que ce qui est très largement étudié sur les effets sanitaires de la lumière artificielle nocturne, c'est cette lumière-là. Voilà. C'est les écrans rétroéclairés par LED. Voilà. Et on est effectivement dans des sociétés où on passe notre temps devant des écrans, et notamment chez les jeunes, on passe la soirée devant les écrans. On a des applications, Facebook, Twitter, Instagram, etc., qui, le fil, on peut le faire dérouler sans cesse. Et donc, on regarde sans cesse cette lumière, qui est de la lumière d'écran rétroéclairé par LED. Et la LED, la technologie LED, produit une lumière qui comporte beaucoup de lumière bleue. Et cette lumière bleue, il a été montré qu'elle a des effets toxiques, directement toxiques sur la rétine. Elle favorise l'émergence, l'émergence plus précoce de dégénérescence maculaire liée à l'âge, et elle perturbe complètement la vision. Mais au-delà des effets directement phototoxiques de la lumière bleue, toute lumière artificielle la nuit, ça n'est pas vrai de la lumière artificielle le jour. Notre corps a besoin de lumière le jour, et qu'elle soit naturelle ou artificielle, c'est sans grand de différence. Par contre, la nuit, la lumière artificielle empêche notre corps de resynchroniser son horloge biologique. Je ne rentre pas dans les détails parce que j'y connais encore moins en sciences de la santé qu'en écologie, qu'en oiseaux ou en arbres, pour le dire un peu
peu clairement. Voilà. Mais en tout cas, on sait que la lumière artificielle inhibe la sécrétion d'une hormone un petit peu particulière qu'on commence là actuellement. Il est quelle heure là? 21h17, voilà. Donc, vous êtes en plein en train, dans l'heure où normalement vous commencez à sécréter la mélatonine. La mélatonine, on l'appelle souvent l'hormone du sommeil, à tort, parce qu'on a l'impression qu'à partir du moment où on la sécrète, pouf, on tombe en train de... Voilà, et on se met à dormir. Non, c'est pas tout à fait ça. C'est l'hormone de la nuit. C'est-à-dire que c'est une hormone qu'on ne sécrète que la nuit, que à partir du moment où on est dans des niveaux d'obscurité suffisants pour que notre cerveau active pouf, la sécrétion de la mélatonine. Ne me demandez pas comment ça fonctionne. Il se passe des trucs là à l'arrière de la tête, dans le noyau suprachiasmatique. Voilà, ça s'appelle comme ça. Ça s'écrit avec CH. C'est encore génial pour le Scrabble. Voilà, il se passe des choses. À partir du moment où notre cerveau reçoit le signal comme quoi on est dans l'obscurité, il enclenche la sécrétion de la mélatonine, et ce qui est vrai pour nous est vrai pour tous les mammifères. Hein. Et cette sécrétion de mélatonine installe les bonnes conditions de l'endormissement. Et donc, quand on va inhiber la sécrétion de mélatonine avec la lumière artificielle, et même des très faibles niveaux de lumière artificielle suffisent pour inhiber la sécrétion de mélatonine, ça a été très bien montré par les collègues de l'INSERM à Lyon, notamment par l'équipe de notre collègue Claude Gronfier, que des niveaux de 1 à 2 lux. 1 à 2 lux, c'est beaucoup moins que ce que vous avez sous les lampadaires dans les villes. Hein. C'est ce qui tombe à peu près dans une chambre à proximité d'une rue, éclairée normalement, si vous ne fermez pas vos volets. Voilà. Cette lumière-là, qu'on appelle la lumière intrusive, qui rentre dans votre chambre à coucher, si vous ne fermez pas vos volets, suffit à inhiber à peu près 50% de la sécrétion de la mélatonine. Et si vous sécrétez mal la mélatonine, manque de peau, la mélatonine est ce qu'on appelle un chronobiotique, un donneur de temps pour notre cerveau. Si vous sécrétez mal la mélatonine, d'une, votre sommeil est de moins bonne qualité, mais en plus, vous n'allez pas faire un pic de sécrétion de mélatonine qui normalement se fait vers les 2 heures du matin. Et ce pic de sécrétion de mélatonine indique au cerveau que c'est le moment de commencer à sécréter le cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Et le cortisol, le pic, on commence à la sécréter à 2 heures du matin, et le pic de sécrétion est à 7-8 heures du matin. Hormone de stress, 7-8 heures du matin. 7-8 heures du matin, c'est quoi? C'est le moment d'un réveil, normalement. Sauf si vous avez malchance de devoir mettre un réveil au téléphone ou un réveil mécanique pour partir au boulot. Mais voilà, sur un chronotype, ce qu'on appelle un chronotype normal, le réveil se fait vers 7-8 heures du matin, après une bonne nuit de sommeil. Et on a un pic de sécrétion de cortisol. Pourquoi? Pour nous aider à nous réveiller, pour nous aider à commencer la journée en forme et avec l'envie et la joie d'aller travailler, par exemple. Non, c'est pas ça. Mais, donc vous comprenez que si vous influez sur la sécrétion de la mélatonine, en cascade, il y a plein d'autres processus physiologiques qui sont impactés. Je ne les connais pas tous. Et puis, il y a quelque chose beaucoup plus large, c'est que notre espèce, comme toutes les autres espèces, a coévolué avec l'alternance naturelle entre lumière et obscurité, et qu'en 150 ans, en même pas 150 ans, on vient percuter cette alternance naturelle entre lumière et obscurité. Et ça pose tout un tas de problèmes, parce que effectivement, notre corps a besoin, pour recaler son horloge biologique, il se recale en fait sur ce donneur de temps, qui est le donneur de temps naturel le plus régulier. Depuis des milliers, des millions d'années, il y a cette alternance naturelle, lumière, obscurité. Et donc, quand on vient percuter cette alternance naturelle avec notre éclairage artificiel, notre corps a tendance voilà, à se désynchroniser, a fortiori dans nos sociétés où tout un tas d'autres paramètres aident à cette désynchronisation. Hein, les films qui commencent à 21h30 maintenant et qui se terminent à 23h30 minuit, l'heure où normalement on devrait dormir déjà depuis 2 heures, si on est sur un chronotype à peu près classique. L'ordinateur qu'on ouvre pour regarder les mails professionnels à 23h, puis on se met à répondre aux mails devant cet écran blanc rétroéclairé par LED. Et puis en répondant au premier mail, on se dit bon, je vais en profiter pour répondre au deuxième, au troisième, et puis il est 1h du matin. Et on a perdu, on a déjà laissé filer ce qu'on appelle le train du sommeil, voire deux trains de sommeil. Donc vous comprenez que cette lumière, combinée à nos sociétés qui fragmentent et désynchronisent complètement, enfin complexifient les rythmes de vie, notamment dans les milieux urbains, c'est un gros enjeu de santé. Et puis, voilà, pour parachever le tout, arrivent des nouvelles images,
des nouvelles capacités de prise d'images satellites qui montrent cette Terre vue de nuit. Et puis arrive la pensée de l'Anthropocène. Et cette image de la Terre vue de nuit est quand même un archétype de l'Anthropocène, un archétype du gâchis énergétique, un archétype de l'empreinte humaine sur son milieu. Et donc, voilà, la lumière artificielle, ça y est. On est passé de l'image divine, du progrès divin qu'on montre, que la Vierge montre à son enfant, à quelque chose qui est taxé de pollution. Alors, si c'est taxé de pollution, et là, on va rentrer dans la dernière partie de la présentation. Je ne sais pas quelle heure il est, ça fait déjà 3 heures, non? Non, ça fait 1 heure. Je vais bientôt m'arrêter. Je vais essayer d'aller vite. Si la lumière artificielle est taxée de pollution, ça veut dire que l'obscurité va devenir un bien environnemental à part entière qui va être intéressant. On l'a vu, c'est intéressant de préserver l'obscurité dans les territoires pour le ciel étoilé, pour le vivant non humain, pour la santé humaine. Mais s'il y a des petits urbains qui sont en manque d'obscurité, peut-être que sur certains territoires où il y a encore une obscurité relativement préservée, il y a quelque chose à faire avec cette obscurité. Ce qui est rare est cher et ce qui se raréfie prend de la valeur. Donc aujourd'hui, on en arrive à des politiques de développement territorial qui vont faire de l'obscurité une ressource. Ça, c'est intéressant. Pour nous, c'est un terme vraiment important, cette notion de ressource obscurité. Ressource pour les astronomes professionnels, amateurs, ressource pour le vivant non humain, ressources pour notre santé, mais aussi ressources pour les territoires dans des stratégies de développement territorial. Et voyez ce panneau. Alors, il est intéressant déjà parce qu'on est à Flagstaff. Flagstaff, c'est le nom que je vous ai donné tout à l'heure. C'est la ville où a émergé la première revendication et mise en... Je perds mes mots, ça y est, c'est la fatigue. Ça. Les premières revendications de baisser la lumière artificielle pour protéger le ciel étoilé des astronomes de l'observatoire de Kitt Peak. Vous vous souvenez, là où avait été découverte la planète plutôt. Donc on est là à l'épicentre finalement du Dark Sky Movement. Et ce qui est intéressant sur cette photographie, voilà, c'est ça, c'est la dénomination. Ah, cette ville est la première ville internationale de ciel sombre. Qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Ville de ciel sombre. Ah, ça veut dire que les territoires, peut-être, commencent à s'intéresser à la préservation de l'obscurité, préservation des étoiles, commencent à s'organiser autour des observatoires au début, pour faire des zonages de protection du ciel étoilé, pour protéger l'activité professionnelle. Mais ça va suivre le même mouvement, hein, comme le mouvement de construction du problème lumière artificielle, peu à peu, ces zonages, ces territoires qui s'organisent pour protéger le ciel étoilé vont commencer à s'organiser pour plus largement préserver l'environnement nocturne dans son ensemble. Et vont arriver des labels qui viennent récompenser les territoires qui font des efforts pour maintenir l'accessibilité, l'accès visuel au ciel étoilé, par exemple. Ça commence comme ça, au début. Regardez cette image. Ça, c'est une campagne qui a été lancée sous l'impulsion, vous vous souvenez, c'est l'association IDEA, International Dark Sky Association, qu'on avait tout à l'heure sur une des diapositives au tout début. Voilà, Dark Sky Approved. Ciel noir approuvé, ciel sombre approuvé. Une association internationale commence à décerner des bons points et des mauvais points, finalement, au territoire. Et là, des bons points en matière de préservation du ciel nocturne. Vous voyez cette affiche qui reprend donc Half the Park is After Dark. C'est toute une campagne en fait publicitaire qui a été faite pour promouvoir la qualité de la nuit et la qualité du ciel étoilé dans les grands parcs nord-américains. Alors là, on reprend tout l'imaginaire. Hein. Vous êtes sur Glacier Point. Là, c'est John Muir, voilà, donc le père fondateur de la pensée environnementale, un des pères fondateurs de la... Et on le remobilise aussi ici, pardon. C'est génial parce que maintenant, certains territoires peuvent dire le progrès, ça a été pendant 100 ans dans les villes d'avoir de la lumière. Peut-être qu'aujourd'hui, une forme de progrès, c'est de ne pas avoir de lumière et d'avoir accès au ciel étoilé. Renversement de situation complet. Quelle opportunité pour des territoires qui étaient restés dans l'ombre, au sens propre comme au figuré. Voilà. Et on va se mettre à valoriser ça, à créer
à construire, à faire du ciel étoilé une ressource environnementale et une ressource territoriale. Et vous voyez que au Mont Mégantic émerge, on est au Québec, émerge autour d'un observatoire astronomique. Donc là, vous voyez l'ADN, l'empreinte du milieu de l'astronomie sur cette problématique, sur la saisie de cette problématique, émerge autour d'un observatoire astronomique une réserve internationale de ciel étoilé. Qu'est-ce que c'est que ce label? J'ai des collègues anthropologues qui, une fois, m'avaient dit, super anthropologues, qui m'avaient dit, on parlait justement des processus de patrimonialisation, on était en séminaire à Paris avec ces collègues-là, avec Johan, qui est ici présent, on parlait de des enjeux, des processus de patrimonialisation du ciel étoilé, parce que c'est en train de disparaître, on est en train de le patrimonialiser pour dire il faut le défendre. Et on leur a présenté ces labels portés par les territoires, portés par l'association nord-américaine International Dark Sky Association, et ils nous ont regardés et ils m'ont dit, mais est-ce qu'on a atteint le sommet ou les bas-fonds de ce qu'est la patrimonialisation, quoi. On en est au point où il faut mettre les étoiles en réserve pour protéger le ciel étoilé. C'était une boutade, bien sûr. Hein. C'était pas contre ces réserves de ciel étoilé, mais c'est vrai que ça pose question. Il faut mettre le ciel en réserve. Et puis tout le monde ne peut pas le faire. Hein. Ces politiques de mise en réserve de l'obscurité pour redonner accès au ciel étoilé. Il y a 5 territoires en France qui aujourd'hui ont ce label, Réserve internationale de ciel étoilé. Je vais vous décevoir tout de suite. Le PNR de Brière n'aura jamais le label Réserve internationale de ciel étoilé. Donc il va falloir trouver, dans la diapo juste après, on ira voir comment on peut agir autrement que par l'obtention de ce label fameux, fabuleux, lié à l'exceptionnalité du ciel étoilé. 5 territoires. La première réserve internationale de ciel étoilé en France, Pic du Midi. 251 communes qui s'organisent pour dire on va faire attention à notre éclairage, à nos façons d'éclairer pour protéger le ciel étoilé du Pic du Midi et des vallées attenantes, parce qu'on y tient, parce qu'on a un observatoire au sommet du Pic du Midi, parce qu'il y a des enjeux touristiques, il y a des enjeux de construction de filières touristiques pour les territoires, donc on s'organise et on fait quelque chose. Deuxième réserve internationale de ciel étoilé en France, le parc national des Cévennes. Là, c'est intéressant parce que c'est un parc national qui l'apporte. Donc, le parc national des Cévennes s'intéresse à la question du ciel étoilé, mais un petit peu à l'image de notre évolution du Dark Sky Movement, on voit qu'il n'y a pas d'observatoire astronomique professionnel au centre des Cévennes. Les Cévennes s'intéressent à cette question-là parce qu'il y a les enjeux écologiques et parce qu'ils disent on est parc national, on doit aussi aller sur cette question de la pollution lumineuse. Les parcs nationaux, c'est l'État. Hein, ça vous montre la crédibilité qu'a atteint la problématique de la pollution lumineuse au niveau de la puissance publique. Il a fallu 50 ans. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais ça se fait. Troisième réserve internationale de ciel étoilé, je ne sais pas si je vais arriver à les dire dans l'ordre, parce que je commence à ne plus savoir dans quel ordre elles ont été labellisées. Alpes-Azur-Mercantour. Pareil, parc national du Mercantour, puis le PNR des Préalpes d'Azur qui s'organise pour aller chercher le label dans le sud-est de la France. Quatrième réserve internationale de ciel étoilé, le parc naturel régional de Millevaches en Limousin. On sent que les PNR, là, rentrent dans la danse. Ils rentrent dans la danse des PNR, ça faisait longtemps qu'ils étaient dans la danse de la pollution lumineuse. Ça a été parmi les premiers acteurs très proactifs au niveau national. Le réseau des parcs naturels régionaux de France a été très proactif sur cette question-là, par l'entrée énergétique, puis par l'entrée biodiversité. C'est typiquement les 2 profils de chargés de mission qui se sont mis ces 10 dernières années à se brancher, j'allais dire, sur cette question-là. Voilà, à prendre cette question-là en charge. Ça, c'est très intéressant. Et dans les PNR, dans les parcs naturels régionaux, on ne peut pas rentrer si ce n'est à Millevaches. Voilà. La densité de population est quand même ce qu'elle est à Millevaches, très très faible, mais l'essentiel des parcs naturels régionaux sont ce qu'on va appeler des territoires ordinaires, ce sont des territoires habités. On n'est pas dans des parcs nationaux avec une zone cœur, avec un pouvoir de police sur lequel on peut dire « je ne veux plus de lampadaires ». Donc il va falloir concilier les choses. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, ils vont un petit peu saisir d'autres opportunités, d'autres façons de travailler. J'ai oublié la dernière réserve internationale de ciel étoilé, le haut-plateau du Vercors, encore un PNR, une partie du PNR du Vercors. Il va falloir, on l'a dit tout à l'heure, le label réserve internationale de ciel étoilé, vous ne l'obtenez que si vous avez une qualité de ciel exceptionnelle. Un parc naturel régional comme la Brière n'a pas une qualité de ciel exceptionnelle. Mais là encore, des zones d'obscurité relative, au cœur de marais, des espaces de très faible densité,
pas loin d'ici, voilà, tout autour de vous, qui peuvent être intéressantes à préserver, notamment du point de vue de la biodiversité, du vivant. Donc, les parcs naturels régionaux vont très fortement, très rapidement s'intéresser à un autre modèle spatial qui va émerger, qui n'est pas les réserves internationales, qui n'a rien à voir avec les réserves internationales de ciel étoilé, parce que vous comprenez que pour obtenir ce label réserve internationale de ciel étoilé, il faut déjà avoir une qualité de ciel, très peu de lumière, pour avoir une qualité de ciel exceptionnelle. Donc, et ce qui est exceptionnel ne peut pas être décliné dans le droit, ne peut pas devenir commun, sinon c'est plus exceptionnel. Donc, même l'International Dark Sky Association, qui décerne ce label, n'a pas intérêt à ce qu'il soit décerné à tout va, sinon son label perd de sa valeur. Hein, vous ne donnez pas les AOP et les AOC à tout va. Sinon, à quoi ça sert d'avoir un label qui vient vous distinguer, qui vient montrer que vous êtes exceptionnel si, en fait, partout autour, tout le monde l'a. Il n'y a plus aucune exceptionnalité. Donc, pour aller en direction, pour travailler la question de la préservation de l'obscurité dans des territoires plus ordinaires, ruraux, périurbains et même urbains, va émerger un nouveau modèle spatial. Alors ça, c'est quand même 2 diapos, j'oubliais, pour vous montrer qu'il y a un effet quand même de ces labels internationaux. On est parfois un peu critique, c'est vrai que ça fait partie de notre travail de chercheur d'avoir un regard critique sur les choses. Et donc, on a pu écrire des choses assez critiques sur ces logiques de labellisation, ces logiques liées à l'exceptionnalité, avec quand même, hein, si vous voulez aller passer, parce que c'est quand même le fond du truc, hein, si vous voulez passer une nuit au sommet du pic du Midi, on vous vend la nuit. Vous savez combien vous la payez la nuit? 600 €. Voilà. Donc, le label vient aussi soutenir des enjeux touristiques, des enjeux de construction de valeur dans les territoires. Donc, on a pu écrire des choses là-dessus. Ça a été pas très bien interprété des fois par certains, mais bon, c'est notre travail, on n'est pas là pour être aimé. Mais tout ça pour dire que ces labels ont quand même des effets. Voilà, les élus s'organisent, travaillent, améliorent leur éclairage, et qu'effectivement, le ciel à Tarbes, ici, est quand même beaucoup moins bon que le ciel au sommet du pic du Midi. Voilà. Mais ce n'est pas le label qui a fait ça, c'est le travail des élus. Mais les élus sont contents quand même d'avoir un label à la fin pour pouvoir l'afficher et construire de la valeur pour le territoire, voilà, valoriser le territoire. Donc, très beau ciel étoilé si vous voulez aller au pic du Midi, ou moins loin d'ici, au PNR 2000 Vaches. Alors le PNR 2000 Vaches, là aussi c'est intéressant, c'est porté par un PNR, la focale est très fortement mise sur la dimension écologique. Aussi parce qu'on leur a dit au PNR 2000 Vaches, vous n'avez pas... Enfin voilà, c'est réserve internationale de ciel étoilé, mais réserve internationale aussi de nuages étoilés. Hein. La météorologie à 1000 vaches fait que vous pouvez de temps en temps observer les étoiles, mais ce n'est pas le meilleur endroit en France pour la RIS, la réserve internationale de ciel étoilé, Pic du Midi ou Alpes-sur-Mercantour. Pour ça, sont plus intéressantes si vous voulez vraiment chercher des lieux, des spots d'observation du ciel étoilé. Voilà, ça c'est une photographie prise au lac des Pises, dans les Cévennes. Donc voilà, les labels ont des effets. En tout cas, ils ont un effet de construction du concernement. Les élus, maintenant, savent ce qu'est la question de la pollution lumineuse dans ces territoires. Voilà, il y a une montée en compétence sur ces questions-là, sur le bien éclairé, sur le mieux éclairé. Mais ça reste des territoires exceptionnels. Alors, comment passer sur un nouveau modèle spatial qui permette de travailler cette question-là jusque dans les territoires ordinaires, périurbains, urbains y compris? Et bien là, on a saisi un petit peu l'idée qui était préexistante, hein, un concept préexistant, qui est le concept de réseau écologique, qui vise à lutter contre la fragmentation des habitats. Alors, le réseau écologique classique vise à lutter, diurne si on veut, vise à lutter, par exemple, contre la fragmentation par les routes, par les voies de chemin de fer, ou par la fragmentation des cours d'eau par les seuils, mince, je perds mes mots, les barrages, voilà. On s'est rendu compte que la nuit, la lumière artificielle, par ses effets d'attraction, de répulsion sur les insectes, sur certaines espèces, les modifications des comportements de vol, des zones de prédation, des comportements ou des zones de reproduction, avaient aussi des effets fragmentants des habitats naturels, enfin des habitats, des différentes espèces. Donc la lumière artificielle fragmente les habitats des espèces. Eh bien, prenons ce concept de réseau écologique et faisons-en un réseau écologique sombre. Essayons de penser dans les territoires
un réseau écologique sombre. Et là, vous comprenez que l'idée du réseau écologique, c'est de sortir justement des espaces exceptionnels, c'est d'innerver, d'aller partout dans le territoire et de se faufiler partout où il y a la possibilité de retrouver un petit peu d'obscurité pour que les bêtes puissent passer un peu mieux. Voilà. Ce sera pas forcément génial, hein. On ne va pas éteindre Saint-Nazaire. Voilà. Il y a des enjeux économiques à Saint-Nazaire. Les usines qui tournent, les chantiers navals qui tournent 24 heures sur 24. Voilà. Mais partout où on peut regagner un peu d'obscurité, on ne va pas mentir aux élus. Il n'y aura pas de réserve internationale de ciel étoilé en Brière. Mais par contre, un réseau écologique sombre, pourquoi pas? Pourquoi pas travailler sur recréer un petit peu des espaces dans lesquels on va chercher à récupérer un peu d'obscurité pour finalement défragmenter la matrice éco-paysagère qu'on a fragmentée. C'est des modélisations que j'avais fait il y a longtemps. Là, on m'était amusé à faire des fausses images, voilà, d'un espace qui serait très fortement éclairé, très fortement fragmenté. Vous voyez là, il y a des coupures dans les habitats qui sont liées à cette lumière artificielle. On peut essayer de résorber pour faciliter à nouveau un petit peu les déplacements de la faune ou la fonctionnalité des milieux. Et donc émerge comme ça la notion de réseau écologique sombre et de trame noire. Ça, c'est des travaux que Kevin a menés c'était bien, c'était au pied de chez moi. C'était sur le canal de Brienne à Toulouse. J'habitais au bord du canal de Brienne à cette époque, où on a montré sur les chauves-souris les effets fragmentants de la lumière artificielle des ponts éclairés au-dessus du canal. Donc vous voyez que c'est une logique qui permet d'aller travailler jusque dans les centres-villes. On est en plein centre-ville de Toulouse. Hein. Voilà. Ce sera encore moins une réserve de ciel étoilé, Toulouse. Voilà. Ce sera jamais réserve internationale de ciel étoilé. Mais par contre, l'idée de travailler sur les continuités des habitats nocturnes, les continuités nocturnes, peut être intéressante ici. Parce que même en centre-ville, vous avez des oiseaux, des chauves-souris, qui vont être impactés par la lumière artificielle. Et donc, réfléchir à comment regagner un petit peu cette fonctionnalité des milieux, en éteignant à certaines heures, en changeant les températures de couleur. Alors bien sûr, l'idéal de Kevin, il le dira toujours aux élus. La meilleure mesure à visée de gestion, enfin la mesure de gestion, pardon, à visée de conservation de la biodiversité, ce serait d'éteindre, bien sûr. Mais il y a des voitures qui passent, il y a des piétons, il y a des usages sociaux de cet espace. Il y a un petit peu d'usage déviant sur les bords des canaux en ville. Un peu de prostitution, un peu de deal, etc. Donc les responsables de la sécurité publique sont contents de pouvoir y voir un peu clair. Les joggeurs le matin ou le soir quand ils sont fatigués, quand ils rentrent du boulot en hiver, ils sont contents de ne pas se casser la figure. Donc comment on fait pour concilier tout ça? C'est ça le travail. Le réseau écologique sombre, le concept de réseau écologique sombre et la trame noire, la politique trame noire dont vous avez peut-être entendu parler dans le parc ici, parce que le parc s'attelle à ce travail-là depuis 1 an et demi, 2 ans, tout un programme d'action autour de la construction de cette trame noire. Cette trame noire, elle est intéressante pour ça, parce qu'elle vient mettre en discussion finalement les différents usages. Les usages des non-humains. Quand on réfléchissait il y a 20 ans une politique d'éclairage d'un territoire, personne autour de la table n'était dépositaire de la parole, entre guillemets, des non-humains. Il n'y avait pas d'écologue. Tout juste, on arrivait à mettre un astronome s'il n'était pas trop véhément sur son ciel étoilé. Voilà. Commencer à mettre un astronome, mais bon, c'était pour mieux lui dire de ne pas trop l'ouvrir. Mais il n'y avait pas d'écologue, il n'y avait pas de médecin. Aujourd'hui, ces enjeux-là, il n'y a pas toujours un écologue et un médecin autour de la table des négociations, mais je veux dire, les enjeux sont portés. Voilà. Donc on commence à réfléchir autrement les façons d'éclairer. Et c'est ça qui est intéressant dans cette politique. Nous, c'est vraiment ce qu'on essaye de travailler. C'est pour ça qu'on s'intéresse à cette... Je vais bien terminer là-dessus. C'est pour ça qu'on s'intéresse à cette politique trame noire. Non pas... Ce qui nous intéresse, ce n'est pas sa dimension un petit peu normative ou de construction d'une action publique descendante. Au contraire, c'est de dire, en fait, ce réseau écologique, il ne faut pas forcément qu'il soit tracé sur des cartes, ou alors a posteriori, après un travail à l'échelle des communes. Le réseau écologique, il est intéressant parce qu'il emmène la thématique de la pollution lumineuse et il emmène la délibération, la rediscussion de l'équilibre entre nos besoins de lumière artificielle et les besoins écologiques d'obscurité dans des territoires là où avant, on ne les avait jamais emmenés, ces questions. Et là où le processus réserve internationale de ciel étoilé, le label réserve internationale de ciel étoilé, n'ira jamais.
C'est pas au centre-ville de Toulouse qu'il ira, c'est pas dans la Brière qu'il ira. Donc le réseau écologique, la trame noire, la politique trame noire, elle est intéressante pour ça, parce qu'elle est le véhicule dans les débats, dans les territoires, pardon, de la mise en débat, de l'équilibrage ou d'un rééquilibrage. Comment on repense nos besoins à l'aune de ces nouvelles connaissances que les collègues comme Kevin et ses collègues ou que les chronobiologistes ont apporté, ont construit. Maintenant, on sait que la lumière a des effets sur notre santé, sur le vivant non humain, l'ensemble du vivant, et sur le ciel étoilé. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on se dit qu'on a toujours besoin de ce lampadaire électoral qui avait été posé par 3 mandatures avant, parce qu'il y avait un conseiller municipal qui habitait à 500 mètres du bourg et qu'on est quand même allé lui mettre un lampadaire parce que c'est le conseiller municipal. Donc, ou est-ce qu'on se dit, ben, peut-être que le besoin là est à reconsidérer et que ce point, on peut l'enlever. Peut-être qu'on peut réduire. Vous avez vu, Berlin est 3 fois, en moyenne, 3 fois moins éclairé que Paris. Peut-être qu'on peut tout simplement, dans les villes, baisser un peu le niveau global de lumière. Ce serait déjà énorme. Et puis, autour des cours d'eau, autour des canaux, dans les parcs, éclairer différemment, mettre des horaires d'allumage, d'extinction qui soient adaptés aux enjeux écologiques, etc. etc. C'est travailler tout ça. C'est pour ça que, pour nous, la politique trame noire est intéressante. Et nous, on a, au sein de l'Observatoire de l'environnement nocturne, vraiment une démarche de travail qui part de l'échelle des communes. Pourquoi on part de l'échelle des communes? Parce que c'est l'échelle où on trouve l'expertise d'usage des espaces nocturnes. C'est à cette échelle-là de l'aménagement du territoire que se prend déjà la décision d'éclairer ou de ne pas éclairer. L'éclairage public est adossé au pouvoir de police du maire. Donc la décision de l'éclairage, les façons d'éclairer se prend à l'échelle communale. Et c'est là où les gens savent comment ils habitent leur territoire, quels sont leurs rythmes de vie sur leur territoire, ce à quoi ils tiennent. Voilà. Bah oui, il y a le samedi, il y a une projection du cinéma. On a connu ça dans le Morvan, une commune qui avait profité de la crise Covid, des périodes de confinement, pour avancer les horaires d'extinction à 21h30. Puis ça posait quelques tensions dans la commune parce que le samedi soir, il y avait la séance de cinéma et que les gens voulaient de la lumière à la sortie du cinéma. Et ben voilà, on a construit ce consensus et aujourd'hui, il y a une solution technique qui a été trouvée pour répondre à ce besoin. Mais vous voyez qu'on amène la technique, la solution technique vient après la mise en discussion de cet équilibre entre nos besoins humains de lumière artificielle et puis penser aux non-humains. Voilà, c'est aussi la place, les réflexions, tout ça, c'est quelle place on est prêt à laisser aux non-humains avec lesquels on vit, à quel point on est prêt à cohabiter finalement. Donc c'est toutes ces questions-là qui nous animent. Alors on a des méthodologies qui du coup sont plutôt de l'ordre, ben voilà, partent des individus et les font s'exprimer sur leur espace de quotidien, voilà, ce qu'ils aiment dans l'obscurité, ce qu'ils aiment moins dans l'obscurité. Il y a les questions de sécurité, elles émergent aussi dans ces débats et elles ne sont pas évacuées d'un revers de la main en disant c'est irrationnel. C'est un peu facile de renvoyer tout ça à l'irrationalité, de dire, c'est comme quand vous expliquez à un ami, il vous dit bah, j'ai peur de l'avion, et puis vous lui dites ah ben oui mais les statistiques montrent que l'avion est le moyen de transport le plus sûr. Ben, c'est génial, il est content d'avoir la statistique, mais ça lui enlève pas la peur de l'avion. Donc c'est pas que l'irrationalité, c'est voilà, c'est présent, c'est là, il faut faire avec, il faut construire le compromis en termes d'aménagement avec tout ça, et donc on travaille beaucoup avec voilà, les habitants, les élus pour amener ces réflexions dans les territoires. Et croyez-moi que, en fait, dès que vous prenez des élus avec vous et des habitants avec vous et vous les emmenez déambuler le soir dans la commune, souvent, les élus découvrent leur parc d'éclairage public. Parce que typiquement, un lampadaire, c'est un truc que personne ne regarde jamais, quoi, à part Kevin, qui passe son temps à chasser les chauves-souris sous les lampadaires, et puis nous, parce qu'on regarde un peu techniquement comment c'est foutu. Mais personne ne regarde un lampadaire, il faut être un peu... voilà. Donc même les élus ne savent pas très bien leur parc d'éclairage public, à quelle heure il s'allume, à quelle heure il s'éteint. C'est quoi les ambiances lumineuses produites par cet éclairage? C'est quoi 50 lux au sol? C'est quoi 5 lux au sol? Moi, je ne suis pas capable de le dire. On travaille là-dessus. Et en fait, quand on fait ce travail-là, bah, très vite émerge un constat vraiment qui est tiré de notre expérience dans plusieurs dizaines de communes, c'est que
d'une façon générale, déjà, on éclaire beaucoup trop par rapport à un besoin, à nos besoins. On éclaire en moyenne à 30 lux au sol en France, là où on sait qu'avec 5, 6, 7 lux, on peut vaquer à nos occupations très largement parce que nos yeux sont aussi une machine, entre guillemets, très perfectionnée. Hein, on compense très facilement ce manque de lumière artificielle. On laisse les yeux s'ouvrir et on y voit. On travaille sur les contrastes entre la chaussée et la voirie, par exemple, plutôt que de mettre toujours plus de lumière. Et puis ensuite, on va questionner le besoin, l'utilité de tel ou tel point, et puis les températures de couleur, etc. Vous voyez qu'on amène la technique, elle vient à la fin finalement, une fois que collectivement, il y a eu une réflexion sur de quoi on a besoin. Il y a un très bon bouquin de Razmik Kecheyan qui s'appelle les besoins artificiels. Alors, on ne dit pas que, pour faire la petite boutade, on ne dit pas que tous les besoins de lumière artificielle sont des besoins artificiels de lumière, mais une bonne part quand même. Hein. Il y a une bonne part de ce qu'on pense être des besoins de lumière artificielle qui, en fait, on se rend compte que on peut baisser, on peut couper à certaines heures, on peut varier les horaires d'allumage-extinction d'une saison à l'autre, etc., etc. Donc on travaille aussi avec de la mesure technique, ça c'est des choses que que vous connaissez bien maintenant au sein du PNR de Brière. Voilà, pour donner matière à réfléchir et puis être capable voilà, de mettre des ordres de grandeur sur l'éclairage. Voilà un petit peu comment on travaille. Et puis après, on va sur la question des vécus, parce que ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, qui est vraiment important pour nous. En fait, pendant des années, les habitants n'étaient jamais consultés quand on pensait une politique d'éclairage. Et en fait, les gens ont des choses à dire sur la nuit. Et c'est pas seulement des enjeux, c'est pas seulement une peur de l'insécurité, une peur de l'autre, une peur de l'accident. En fait, il y a plein d'émerveillements par rapport à la nuit. Et quand vous tendez le micro, entre guillemets, aux habitants, ils vous en parlent de la nuit. Et puis de ce moment de calme, de repos, ce moment de reconnexion à la nature, de ce moment de reconnexion à des paysages sonores un peu libérés des véhicules, du flot des véhicules. Vous êtes dans un territoire qui est très plat et où les bruits des voitures se diffusent énormément. Finalement, le soir, quand on est à Bréca, on tend l'oreille, on entend le marais, on écoute le marais, il y a tout ça. Et en fait, tout ça, ça sort quand vous tendez le micro aux habitants et ils vous disent à quel point ils aiment la nuit comme un moment de calme, de repos, mais que quand même, un peu d'éclairage ici, un peu d'éclairage là, parce qu'il y a le ramassage scolaire le matin, parce qu'il y a un carrefour un peu accidentogène. Voilà. Et c'est tout ça qu'on fait sortir et on travaille tout ça avec tout ça, à aider, à accompagner les élus dans l'adaptation, la reconsidération de leur façon d'éclairer. Voilà, je vais m'arrêter là parce que j'ai été beaucoup trop long déjà et laisser un peu de temps à la discussion. Merci beaucoup.